Benoît Solès, bonsoir. Bonsoir. Vous avez écrit et vous jouez une pièce qui s'appelle La machine de Turing. Oui, c'est marqué là. C'est marqué là? Ah oui, c'est vrai. Alors c'est quoi cette machine de Turing? C'est un jeu? Oui, c'est un jeu. C'est une très bonne définition de dire que c'est un jeu. Parce que c'est de cette façon que Turing y réfléchit. C'est un ludique, c'est quelqu'un qui est un mathématicien, bien sûr. Donc il y a ce côté très sérieux, il est anglais, donc il y a ce côté Cambridge, la formation, l'académisme. Mais lui, ce qui le rend différent des autres, c'est qu'il regarde la nature avec émerveillement, avec curiosité, de façon ludique. Donc. Et ce qui l'obsède, ce qu'il a envie de trouver, c'est comment la nature est programmée. Pourquoi est-ce qu'il y a des suites mathématiques dans la nature? Pourquoi est-ce qu'on reconnaît des suites numériques dans la nature? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas créer une espèce de cerveau électronique qui d'ailleurs au besoin lui permettrait de retrouver le cerveau si brillant de son ami de collège disparu? Et donc, il invente une machine, mais une machine d'abord théorique et puis une machine pratique parce qu'il va mettre les mains dans les boulons et les écrous et qui va être... une espèce de super calculette. Et en fait, cette machine est une machine intelligente, capable d'exécuter des programmes, et elle est de fait le premier ordinateur. Elle s'appelle Enigma. Non, pas exactement. Enigma, c'est une autre machine, à la fois très compliquée et très simple. L'Enigma, c'est une machine qu'utilisaient les Allemands pour encoder leur communication pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment en ce qui concerne l'énigme navale, pour communiquer la position de leurs sous-marins. Et ça, c'était un enjeu capital de la Seconde Guerre, parce que la bataille de l'Atlantique, selon Churchill, était l'enjeu décisif qui ferait basculer la Seconde Guerre mondiale dans un sens ou dans l'autre. Et la capacité pour les Alliés de connaître la position des sous-marins, et à l'inverse, la capacité pour les Allemands d'utiliser leurs sous-marins pour couler les navires de ravitaillement anglais, allait faire basculer la bataille de l'Atlantique et par là même la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là que les deux histoires se rejoignent, parce que Churchill demande à ce qu'on enferme dans un manoir qui s'appelait Bletchley Park tous les matheux, toutes les grosses têtes du royaume, même ceux qu'on considère un peu comme des dingos, Turing, et on va leur dire: vous avez une mission, une seule, impérieuse, capitale, c'est de décoder, de casser, de hacker cette fameuse Enigma, qui est une espèce de machine avec des rotors, des câbles et tout ça, qui à la fois est simple et très compliquée parce qu'elle peut vous appuyer sur une lettre et elle code la lettre en une autre lettre, mais en passant par des milliards et des milliards et des milliards de combinaisons possibles. Tout le monde s'acharne à essayer de réussir cet exploit. Personne n'y arrive, on est en train de perdre la guerre, les Allemands coulent tous nos navires de ravitaillement, ça commence à sentir très très mauvais. Et à un moment, le petit Turing, celui qu'on appelle le dingue, le fou, dans son préfabriqué comme ça au fond de la cour, avec sa machine pensante, son cerveau électronique, et bien un jour... On le convoque. Ouais, on le convoque, on lui dit: est-ce que vous êtes capable de relever le défi? Et il l'accepte et il le relève. Il le relève parce qu'en se servant des mots récurrents dans les messages des Allemands et en faisant calculer sa machine qui est capable de calculer bien plus vite, il décode l'énigma, il casse l'énigma et il nous aide à gagner la guerre et à économiser 2 années de conflit et probablement à sauver des millions, voire des dizaines de millions de vies. C'est pas rien. C'est pas rien. Et pourtant, l'histoire d'Alan Turing est quand même, je dirais, vous en parlez dans la pièce, c'est quelqu'un qui a été, non pas sous-estimé, mais qui a été, on peut dire, détesté, puisqu'il arrive, la première scène, vous arrivez sur scène, vous êtes dans un commissariat de police, oui. Où il vient soi-disant porter plainte. Oui. Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails. Mais disons que la chose importante, c'est que cet exploit d'avoir décodé l'énigma au début de la guerre et donc qui nous permet de la gagner, il n'a pas droit d'en parler. Il est soumis au silence et n'importe qui parlerait des techniques de décryptage ou de cryptanalyse commettrait vraiment un acte contre la couronne. Donc il est non seulement soumis au silence, mais même il est surveillé par les services secrets qui considèrent que de par son côté iconoclaste et de par son côté assez connu homosexuel, parce qu'il ne s'en cachait pas vraiment, on le considère comme dangereux. On se dit: oh là là, celui-là, si on l'envoie à un agent russe, il suffit que le russe soit un peu bien tourné pour que sur l'oreiller, le Turing balance tout son savoir, tous ses codes, toutes ces techniques qui permettent encore aujourd'hui, alors qu'on est rentré dans la guerre froide,
de crypter les communications. Donc il est soumis au silence, mais malgré tout, il a comme un besoin peut-être conscient ou inconscient de dire qui il est. Alors il va porter plainte au commissariat parce que son amant lui a volé 3 chemises de stylo. Il va porter plainte, ce qu'on peut vraiment considérer comme un jeté dans la gueule du loup. Et à partir de là, la machine judiciaire anglaise se met en marche. Parce qu'il faut rappeler quand même quelque chose dont Eh ben, on n'a pas parlé, les c'est que homos, à l'époque, c'est interdit. Alors, voilà. c'est vrai que c'est interdit, ça tombe sous le coup de la loi, et pourtant ça existe. Et ô combien, en Angleterre comme ailleurs, à Cambridge comme ailleurs, simplement, il ne faut pas le revendiquer. Ça peut se faire discrètement, mais il ne faut pas en parler. Et Turing, lui, non seulement il va porter plainte, mais en plus il le revendique un peu. Il dit, bah oui, je suis homosexuel, machin. Et il se retrouve devant un juge. Là, on lui dit maintenant, tu t'es mis trop loin dans les ennuis, un peu comme Oscar Wilde, à qui on a dit, maintenant il faut partir en France. Lui, on lui dit, maintenant il faut nier, renier le garçon, renier cette histoire, et ça s'arrangera. Il se retrouve devant le juge, et la tête haute, avec le sens de la vérité propre à un mathématicien et à un gentleman, il dit, oui, je suis homosexuel. Et il balance ça à la gueule du monde. Il n'aura pas pu dire ce qu'il a fait. Il n'aura jamais parlé de l'énigma et de la cryptanalyse d'énigma et de cette invention extraordinaire. Il n'aura jamais dit le nombre de vies qu'il avait sauvées. Il n'aura jamais dit qu'il était un héros. Mais au moins, il dira qui il est. Il revendiquera ce qu'il est. Ça va le mener malheureusement à sa perte parce que la condamnation est lourde. C'est 2 ans de prison sans pouvoir travailler, pas de livres, pas de papier, ou la castration chimique. On pourrait penser que de 2 mots, il choisirait le moindre. Il choisit la castration chimique, c'est-à-dire qu'on va lui infliger un traitement à base d'hormones femelles, féminines. Là encore, on peut se dire, mais pourquoi, de quelle façon un traitement à base d'hormones, de d'œstrogène, pourrait soigner un homosexuel et de quoi? Malgré tout, c'est ce qu'on inflige aux homosexuels à l'époque. Il embrasse cette condamnation. Il subit ce traitement qui est lourd. Son corps change. C'est comme un homme qui entreprend un traitement de transformation c'est-à-dire que d'homme en femme, oui. C'est ça, c'est-à-dire qu'il perd ses poils, il a les seins qui poussent, il prend du poids, il a la voix qui déraille, qui monte. Il tombe aussi dans une forme de syndrome dépressif. Et quelques temps après, il se suicide, seul, assez isolé. Et là, il entre dans la légende parce que, à l'image de sa vie incroyable, étonnante, différente, il choisit de se tuer en croquant une pomme trempée dans du cyanure, à l'image de Blanche-Neige, son héroïne préférée. Le film était sorti en 1938, il l'adorait, il chantait toujours la comptine, plonge la pomme dans le chaudron. Il le fait un soir chez lui, tout seul, un soir de juin. Et il s'allonge sur son lit, il croque cette pomme, et peut-être, à partir de là, il va voir ce qu'il y a d'insondable. Il va chercher la réponse à tous les mystères auxquels il n'avait pas eu la réponse jusqu'à présent. Il va peut-être retrouver cet ami d'enfance qui lui manquait tant. En tout cas, il s'ouvre vers d'autres mystères. Et voilà, la pièce raconte cette vie incroyable, ce destin héroïque, tragique, romantique, cette vie de héros, d'anti-héros, un destin très, très, très beau, je crois très touchant pour les gens, et qui, au-delà même des maths, de la guerre, d'Enigma, de Turing, est en fait un grand hommage qu'on lui rend à lui, et puis un peu au-delà, une pièce sur la différence, pour dire qu'il ne faut pas avoir peur des autres. Comme disait Saint-Ex, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Voilà, c'est un peu le message de la pièce. Et comment vous êtes-vous intéressé au sujet? Le sujet est connu parce qu'il y a une adaptation au cinéma avec Benedict Cumberbatch, j'arrive jamais le prononcer. Cumberbatch, c'est pas facile Voilà. à dire. Eh ben, moi, j'avais eu l'idée avant. Je suis tombé sur, si j'ose dire, sur Turing par hasard. Je lui dirais que c'était plutôt le destin. Je faisais défiler des pages internet, et à un moment, c'était une page sur la symbolique de la pomme. Ne me demandez pas pourquoi j'étais là-dessus, ce serait trop long à raconter. Oui. La pomme de Newton, la pomme du savoir universel, la pomme de la connaissance. Et puis je vois en bas de la page Wikipédia une petite ligne où il y avait marqué la pomme d'Alan Turing, voire logo Apple. Je me dis, qui est Alan Turing? Quel rapport avec le logo Apple? Et là, on est en 2010, je découvre la vie de cet homme que je viens un peu de vous raconter. Je vois qu'elle est très peu connue, uniquement connue des mathématiciens, des historiens, absolument pas connue du grand public.
je vois qu'il a été effacé des tablettes de l'histoire et que le dossier Enigma n'est même pas encore déclassé. Là-dessus, je trouve immédiatement qu'il y a matière à lui rendre hommage d'abord et à faire aussi une belle pièce de théâtre parce que c'est un héros absolu. Et je commence à travailler et très rapidement, j'apprends qu'une pétition est en cours pour le réhabiliter, à laquelle Gordon Brown répond, selon la loi britannique. Plus de 50 000 pétitionnaires, le gouvernement doit répondre, il répond. On est là en 2011, il s'excuse du sort et de ce qu'on a fait à Alan Turing, mais il dit qu'on ne peut pas le réhabiliter, parce que le réhabiliter, ça reviendrait à dire qu'on remet en cause la loi de l'époque. Là-dessus, ce film est en préparation, j'apprends qu'un film va se faire. Évidemment, ça me coupe un peu les ailes, hein, ça me brise un peu dans mon élan, puis moi je suis sur d'autres projets, j'abandonne le mien. Le film sort, je le vois, il est très beau, il a aussi des choses contestables à mon sens, dans la mesure où on lisse un peu le personnage, on l'enlève un peu d'aspérité, on le rend un peu moins étrange, un peu moins différent, on en fait un peu un dandy, un peu froid, un peu calculateur, on gomme beaucoup le côté gay qui dérange toujours dans un film hollywoodien et on surélève l'importance de sa relation avec une femme qui a existé d'ailleurs, qui s'appelait Joanne Clark. Bref, on en fait un objet hollywoodien beau, mais à mon sens un peu trop poli. Et ça me donne l'envie de me remettre au boulot, en montrant vraiment à la fois ce qu'il a fait, et puis en esquivant rien du côté gay, de ses tourments, de sa différence, et même de ce qui est peut-être pas beau à montrer. Il était sale sur lui, il se baladait en pyjama, il était couvert de taches, il était étrange, il portait un masque à gaz parce qu'il avait le rhume des foins. Et moi, je voulais qu'on le montre dans cette vérité-là, qui, d'ailleurs, le rend attachant, je trouve. Le rend proche de nous. Et c'est pas une espèce de génie perdu, comme ça, dans les limbes de la pensée. C'est un type qui réfléchit, mais qui réfléchit, comme on disait au début de l'interview, avec un regard d'enfant, avec curiosité, avec gourmandise. C'est un homme qui a envie de vivre, d'aimer, et qui aime le sport. Il court le marathon dans les temps du champion olympique. C'est une tête, mais c'est aussi un corps avec du désir. Et tout ça, je voulais le montrer dans la pièce pour rendre l'homme attachant, humain, proche de nous et essayer, à ma façon, de lui rendre cet hommage. Et comment êtes-vous arrivé avec la pièce ici, dans ce théâtre Michel, qui vient d'être acheté? Oui. Donc, j'imagine, d'abord, théâtre. Le théâtre est très beau. Ouais. On en a souvent parlé sur ce site, mais Ouais. Comment êtes-vous arrivé? Vous avez ouvert, je dirais, Ouais. le premier spectacle de la nouvelle direction. Ah, ça a été un long chemin. D'abord l'écriture, hein, dans la solitude de ma chambre avec mon ordinateur, et puis les premières lectures à mon amie Anne Plantet, avec qui je jouais à l'époque Rupture de domicile au Splendide, puis à Tristan Petit-Girard, le metteur en scène, auteur de cette même pièce, un peu l'équipe avec qui je travaillais à l'époque, et puis qui me disent que c'est bien, que c'est intéressant, donc on le lit à notre producteur Thibaut Audinière d'Atelier Théâtre Actuel. Donc finalement, l'équipe avec laquelle je travaillais, je leur montre, et il semblerait que ça leur plaise. Donc on décide en janvier de cette année, ça paraît fou, hein, de cette année. Donc il y a 8 mois. Il y a 8 mois, on décide de faire une lecture au Théâtre Saint-Georges, de convoquer quelques producteurs, directeurs de théâtre, quelques-uns viennent, beaucoup ne viennent pas en disant que ça n'a aucun intérêt. Et tous ceux qui étaient là ce jour-là ont manifesté beaucoup d'enthousiasme pour le projet, pour la pièce. Je crois qu'il y a vraiment eu, le jour de cette lecture, quelque chose qui est né, qui s'est passé. Tous les producteurs présents, tous les directeurs de théâtre ont voulu participer au projet. Le projet a été immédiatement produit, bien produit, avec des gens de grande qualité comme Acme Productions, qui produit des spectacles de Michalik, ou FIVA Productions, Rita Bechet, Atelier Théâtre Actuel, et la compagnie de Tristan. Et on s'est retrouvé avec les moyens de faire un joli spectacle, mais un spectacle qu'on avait prévu pour faire Avignon, 1h20 dans une petite salle avec 2 acteurs, vraiment des contraintes, une économie modeste. Ce qu'on a fait, même si on n'est pas allé dans la petite salle, mais dans la salle de Thibaut Audinière Atelier Théâtre Actuel, qui est une salle qui a une vraie visibilité. Et puis on se retrouve, après une création aidée par l'Île-de-France, par l'agent Île-de-France, qu'il faut remercier, parce que voilà, elle a su nous accompagner aussi sur ce projet. On se retrouve à Avignon le 7 juillet, ou je ne sais pas le combien, avec la première, avec 20 personnes ou 30 dans la salle, et puis devant l'inconnu. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on arrivera à faire une petite tournée? Et le soir de la première, il y avait 30 personnes. Le lendemain, il y en avait 80. Le surlendemain, 150. Le 4e jour, 5e, c'était plein. Ça n'a plus des amplis. La presse est tout de suite arrivée. On a eu des articles incroyables. Le Figaro, Le Monde.
Et puis le public a tout de suite adhéré, les professionnels, les acheteurs, les diffuseurs, ceux qui achètent la pièce pour qu'elle se joue en tournée sont venus. Il y a eu une espèce d'emballement, d'enthousiasme qui nous a même surpris, qui a été merveilleux, touchant. Les salles étaient debout tous les soirs. Les directeurs de théâtre ont commencé à venir, à nous faire des propositions. Et puis après un Avignon incroyable, bouleversant d'émotions et d'intensité, on a vendu une très très belle tournée qu'on va faire l'année prochaine et on a repris dans la foulée la pièce à Paris. Et entre plusieurs théâtres, on a choisi celui-là qui nous paraissait être d'une bonne taille, d'un bon rapport entre la scène et la salle, et puis aussi qui nous permettait de retrouver Sébastien Zopardi et Francis Nani, les directeurs du Palais Royal qui venaient d'acquérir cette salle. Et on s'est dit voilà, qu'ils étaient dans leur façon de travailler à l'image de ce qu'on voulait faire. Et aujourd'hui, on est là, les salles sont pleines à nouveau. C'est vraiment incroyable. Et ce qui me touche, c'est qu'il y a du public qui est nombreux, mais il y a aussi un public qui est familial, de tous horizons, de toutes origines, de tous âges. Et je vois des pères de famille emmener leurs ados. On a des classes. Hier, la représentation d'hier, on avait 150 scolaires. Mais des scolaires de quel âge? Parce que là, c'est des collégiens, des lycéens. Eh ben ouais. Il y a un moment où on voit Turing dans son intimité avec son amant. Ça parle clairement d'homosexualité, clairement de castration chimique, de condamnation, de suicide. Ça parle aussi de l'intelligence artificielle, de la création de l'ordinateur, d'un homme qui nous a fait gagner la guerre. Eh bien, aujourd'hui, avec les problématiques d'homophobie notamment, je crois que les gens considèrent, les profs et les parents, que c'est presque un devoir, que la pièce a quelque chose de pédagogique, je dirais presque de politique. C'est une pièce engagée et je suis hyper touché, hyper heureux de voir ces salles-là qui sont jeunes et qui viennent rendre hommage aux personnages et aussi, je crois, marquer leur adhésion à une forme de tolérance qu'on voudrait dans notre société. On a presque fait le tour, on a oublié de parler de... Ouais. Voilà, donc quand je dis oublier, c'est vrai que mes questions n'allaient pas vers ça. On n'aurait pas pu finir sans parler de mon partenaire, qui est Amaury de Crayancourt, qui interprète dans la pièce 3 rôles. Oui. L'amant de Turing, dont on a beaucoup parlé, le sergent qui va enquêter sur Alan Turing, qui est un peu l'autre personnage principal de la pièce, parce que c'est peut-être le personnage dans lequel le public s'identifie, qui au départ a peur de Turing, qui cherche à le connaître, qui va finalement aller vers lui et devenir son ami, au sens le plus plein du terme. Et puis le troisième personnage, c'est Hugh Alexander, c'est le mathématicien champion d'échecs qui va engager Turing et le défier pour décoder l'énigme. Donc Amaury, moi j'interprète Turing avec ce que ça a de cascade, d'interpréter ce personnage qui était bègue, sans doute autiste. Et Amaury, lui, à l'inverse, a un défi comme ça d'interpréter 3 personnages. Il change en une seconde d'apparence de costume. Très souvent, des gens sortent en disant « mais il y a 3 acteurs, pourquoi est-ce qu'il y en a qu'un qui salue ?» C'est dire la performance qu'il réalise. Et puis au-delà de ça, dans ce spectacle, il y a beaucoup d'amour, vraiment d'empathie entre nous, entre tous les intervenants artistiques, que ce soit Tristan Petit-Gérard, le metteur en scène, toute l'équipe artistique extraordinaire, la création musicale, la création vidéo, Anne Planté, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a rejoint l'équipe en étant assistante à la mise en scène. Et voilà, ça fait cet objet qui est un bel objet de théâtre, et puis aussi une équipe d'amis on s'aime, on s'apprécie, et on est heureux de défendre ce spectacle. Un objet, une équipe, réunie jusque quand dans ce théâtre du Palais Royal, c'est moi qui ai fait le lapsus. Le magnifique théâtre Michel. Alors on a commencé le 4 octobre à Paris, on devait aller jusqu'au 30 novembre, on a prolongé jusqu'au 5 janvier, et je peux annoncer, parce que ça a été décidé quasiment aujourd'hui, qu'on va maintenant jusqu'au 30 mars. Pas mal. Bon, bah alors on revient, alors on fera, je sais pas, on va continuer. Voilà. Vous allez continuer, parce que la pièce est splendide et vous l'avez déjà lue sur le site. Merci. Donc maintenant, voilà, vous savez où aller. Théâtre Michel, c'est rue des Mathurins, c'est à Paris et c'est pas difficile à trouver. À bientôt. À bientôt, merci.